Bien, Monsieur Jean-Louis Bal, président du CER, Monsieur Daval, président de CER Solaire, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver ici pour cette édition du colloque du CER sur le photovoltaïque. Je n'ai rien à dire puisque tout va bien, je m'en arrêterai donc là. Merci. Quand même doublement merci. Moi, je suis né ici. Je suis né à Bron, j'ai vécu 19 ans ici. C'est pas tous les jours que je fais des colloques là où je suis né. En plus, ça tombait bien. Alors, néanmoins, quand même quelques mots. Donc, bon, sur les objectifs, le contexte, les actions en termes de politique publique. Bon, effectivement, je ne reprendrai pas tous les grands objectifs et le cadre qui se précise depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie qui effectivement engage en ce qui concerne les énergies renouvelables et ici les électriques un développement très fort avec évidemment des conditions, la prise en compte des enjeux environnementaux, de faisabilité locale, de conflits d'usage, de maîtrise des coûts, de participation citoyenne, de mobilisation des acteurs. Juste redonner quelques chiffres. L'idée, c'est pratiquement d'atteindre d'ici l'horizon 2030 les 40% de renouvelables dans le mix électrique et précisément à l'échéance de la PPE, 36% en 2028 en fourchette haute et une puissance installée de 112 à 113 gigawatts. Ça représente donc déjà un doublement et on vise une augmentation de 50% d'ici 2023 et donc effectivement des changements de rythme sur les principales filières à impacter. Ça représente un engagement associé de 30 millions d'euros sur 10 ans de la part du financement public. En ce qui concerne le solaire, je ne sais pas, vous avez vu 42, peut-être dans vos propositions, mais redonnez les chiffres de la PPE. Objectif de 20,6 du projet de PPE, 20,6 gigawatts en 2023 et une fourchette de 35,6 et 44,5, donc 42 est dedans, heureusement, en 2028. Bon, il y a diverses hypothèses et il y aura sûrement peut-être aussi un resserrement, je sais, on peut imaginer de ces fourchettes d'ici la fin du processus ou pas, mais de toute façon, c'est un objectif très important qui est crédibilisé en termes d'objectifs et d'engagement par le calendrier des appels d'offres avec les volumes. J'y reviendrai, il va falloir effectivement aussi donner la stabilité, lisibilité du cahier des charges tout en l'adaptant par rapport à certaines demandes. Donc ça veut bien dire effectivement multiplier les capacités installées par plus de 3,5 en 10 ans et passer d'un rythme qui va effectivement monter de 1 gigawatt ou un peu moins par an à 4 ou 5 gigawatts par an à terme. C'est donc effectivement un objectif très ambitieux qui s'appuiera sur, d'une part, les filières sur bâtiment, mais avec un accent dont le rythme doit continuer à croître, mais quand même un accent qui est mis de manière plus forte encore sur les centrales au sol qui sont plus compétitives. Néanmoins, ça nous amène déjà à rappeler, je sais que vous y êtes sensibles et parfois qu'on avec des sensibilités différentes, mais que ce développement des centrales au sol doit aussi veiller le respect de l'environnement dans toute sa globalité, biodiversité, terres agricoles et forestières, appréciation des territoires sur leurs priorités. Et c'est pour ça que depuis des années, et ça nous le maintenons, il s'agit de privilégier l'utilisation de friches industrielles, mais aussi d'autres terrains, les terrains militaires, les délaissés autoroutiers, ou globalement les terrains artificialisés. Et puis si on va sur le bâtiment, les grandes toitures, ça offre un potentiel important. Alors, il ne s'agit pas simplement de dire il y a un objectif, il y aura des appels d'offres qui crédibilisent et donnent une visibilité. Il s'agit de régler progressivement les curseurs et d'entraîner la mobilisation sur divers leviers. C'est dans cette optique que le gouvernement, sous l'égide de Sébastien Lecornu, il y a maintenant une année et quelques, s'est attaché à lancer des travaux, comme on les avait appelés à l'époque, de libération des énergies renouvelables, avec 3 groupes de travail mis en place sur l'éolien, la méthanisation et le solaire. Le CER et un certain nombre d'entreprises y ont évidemment grandement contribué. Une 60aine de mesures et d'actions ont été identifiées par l'ensemble des parties prenantes. Elles sont en cours de mise en œuvre. Elles le seront toutes. Il n'y a aucune mesure qu'on ne mettra pas en œuvre, même si, je reviendrai, certaines prennent du temps. Un certain nombre de leviers étaient identifiés. On ne pourrait pas les prendre soit par typologie d'action. Là, je vais les prendre par typologie d'acteurs. C'est chez les particuliers,
pour donner confiance aux consommateurs et aussi rebooster, me permettrait 30 secondes, de solaire thermique chez les particuliers. C'est chez les professionnels, en particulier l'accent mis sur l'élargissement du périmètre de l'autoconsommation collective et des travaux non encore aboutis sur la simplification des dispositions du Code de l'urbanisme pour faciliter le développement du photovoltaïque sur les parkings. C'est aussi le monde agricole avec le doublement du volume de l'appel d'offres pour installations solaires innovantes et aussi l'augmentation du volume de l'appel d'offres sur petites toitures qui augmente de 200, passe de 200 à 300 mégawatts par période pour donc dynamiser ce secteur qui, pas exclusivement mais en particulier, bénéficie à l'agriculture. Et puis dans les territoires, c'est aussi donner un certain nombre de clés. La pérennisation de l'exonération de taxes foncières lorsque le domaine public est équipé de panneaux solaires, la mobilisation par la création du label ville solaire et département solaire, le lancement d'appels d'offres pluriannuels territorialisés pour les DOM et la Corse, et diverses mesures, je reviendrai, d'accélération et de mobilisation du foncier. Alors, un point d'étape sera fait avec l'ensemble des acteurs la semaine prochaine, mardi 19 février, sous l'égide d'Emmanuelle Vargon, notre nouvelle secrétaire d'État, qui a reprolongé les 3 groupes et qui en lance un en mars sur les réseaux de chaleur par ailleurs. Alors, si je parle ensuite quelques zooms sur la mobilisation, facilitation des projets, Monsieur Davel, vous l'avez dit, c'est comment être de plus en plus optimiste alors qu'on a effectivement sur les dernières périodes d'appel d'offres bâtiments une certaine sous-souscription en absolu ou en relatif par rapport à ce qu'on attendait. Sur la haut bâtiment, c'est sous-souscrit. La dernière AOPV au sol, les résultats ne sont pas encore publiés, mais le volume n'était pas très gros, même si là, on devrait le saturer. Probablement des effets d'une anticipation peut-être trop vive de baisse, et où, à l'inverse, les gens se disent « Oh là, ça devient trop compétitif pour moi, je ne viens pas, ou j'ai plus de projets en portefeuille », sans compter qu'on a eu aussi, sur les projets au sol, 200 mégawatts qui sont allés dans l'appel d'offres mixte éolien PV. Je crois que le PV a légèrement devancé l'éolien, ce qui était une prévision que nous avions faite les uns et les autres. Nous l'avons prouvé par expérience, nous avons au moins été capables de prédire une chose. Je ne me prononcerai pas sur la reconduction de ce type d'appel d'offres, on en reparlera un autre jour. Je crois que là-dedans, c'est pas non plus une catastrophe durable. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on entend, c'est au-delà de travailler sur des leviers, j'y reviendrai, c'est que la filière poursuit son évolution, vous l'avez dit, elle recrute, mais elle se spécialise, elle se professionnalise sur certains types d'activités. Et entre autres, sur bâtiment, les professionnels nous disent, j'espère que leur prévision est bonne, que les volumes qui vont arriver pour la prochaine période seront plus importants, que la machine redémarre. On a aussi en sous-souscription l'appel d'offres autoconsommation. Je crois qu'on a eu un épisode de manque de visibilité sur la pérennité de l'exonération fiscale de CSPE et de taxes locales pour les autoconsommateurs. Ça, c'est maintenant acté. Et puis, on a un frein, enfin finalement quelque chose qui nous apparaît comme intéressant, alors qu'au début, ça avait l'air simple, mais il y a la question du tiers investisseur pour l'autoconsommation. L'investisseur est possible, mais encore faut-il qu'il soit dans des conditions permettant de le faire, dont l'exonération de CSPE. On va procéder en 2 temps. Le ministère des Finances publiques, chargé des Finances publiques avec la DLF, va nous écrire un rescrit fiscal pour dire déjà quels sont à droit constant les conditions d'éligibilité pour les tiers investisseurs. Et avec le ministère de Bercy, nous allons travailler à réécrire une partie du code des douanes pour restabiliser et même réélargir ces questions. Alors, si je regarde néanmoins, on a, au-delà du creux, on a des objectifs forts qui sont devant nous à concilier, je les ai évoqués, quelques aperçus sur les leviers, les acteurs et les actions par rapport à ce qui a été mis dans le groupe de travail ou ce qui est devant nous. Évidemment, il s'agit de continuer à la mobilisation. Je vais commencer par ceux-ci, qui sont des citoyens et des collectivités locales au travers des projets citoyens. On a un cadre, qu'il soit de la possibilité d'investir pour les collectivités dans ces sociétés de projets ou les bonifications pour l'investissement et le financement participatif. Ces dispositifs semblent commencer à porter leurs fruits. Il ne fait pas seulement ces incitations, la mobilisation des acteurs.
l'ADEME nous dénombre 297 projets citoyens, dont 60 en éolien et le reste, je pense, principalement en solaire. 102 sont en exploitation, 105 en développement, 90 en émergence. Donc, il y a un pipe et c'est très précis. L'ADEME nous dit 10 770 actionnaires citoyens. C'est pas rien et c'est sûrement déjà dépassé puisque ça continue à monter. Au-delà des bonifications dans les appels d'offres, on a aussi, tant au niveau de structures d'animation régionale mises en place par l'ADEME que le centre de ressources énergie partagée que vous devez connaître, et là aussi soutenu par l'ADEME, ça permet d'accompagner ces projets citoyens au niveau de leur montée en puissance. Et on a aussi l'outil de dérisquage Énercité, qui est doté de 10 millions d'euros par la Caisse des dépôts, l'IRCANTEC et le Crédit Coopératif, qui peut co-investir et donc faciliter ces projets. Ici, je crois qu'il y a une vingtaine de projets en cours d'évaluation à ce jour. Et puis donc, les bonus, où on a un cadre, le financement participatif, c'est-à-dire petit investissement en volume financé à 1 euro du mégawattheure, et plus l'investissement participatif quand les citoyens et collectivités prennent une plus grosse part, là, ils prennent aussi plus de risques et c'est plus cher, il y a un bonus de 3 euros du mégawattheure. Une réflexion est en cours, m'a-t-on dit chez moi, sur est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce qu'on fait quelque chose de plus gradué et plus subtil. J'appellerai notre attention collective sur l'équilibre qu'on doit tous garder entre stabilité, subtilité et évolution, mais on n'est pas opposé à réfléchir. Mais par contre, ça, je pense que, en tout cas, ce que nous proposerons pour ceci ou pour autre chose à nos autorités ministérielles, c'est que les choses que l'on change, effectivement, on les prend pour tous les appels d'offres qui suivent sur au moins la première période de la PPE, pour pas, alors sauf si on a fait une erreur majeure, mais pour pas faire pendant un an comme ça et une autre année comme ça. C'est contre-productif, même si en apparence une évolution peut être bonne, à un moment, si on change trop souvent, elle est contre-productive. L'autoconsommation, là aussi, vers à moitié vide, à moitié plein, mais la Creux nous en a compté 33 000 en novembre 2018 d'installations, contre 14 000 en juin 2017. Et d'après Enedis, c'est en petite puissance, 90% aujourd'hui des demandes de raccordement sont en autoconsommation. Donc clarification en première étape et élargissement du périmètre du tiers investisseur et travail sur l'autoconsommation collective. On peut dire qu'on a effectivement déjà plus pour les petites installations. Déjà, enfin, on a le cadre, on a les arrêtés tarifaires, les appels d'offres, l'exonération de CSPE, le TURP adapté pour les installations inférieures à 100 kW et la décision prise qui chemine avec ses amis et ses ennemis, mais elle ira jusqu'au bout de la part du gouvernement dans la loi Pacte sur l'autoconsommation collective. Elle est aujourd'hui limitée aux projets dépendant d'un seul poste acheté à BT, ce qui limite à 250 kW. On prévoit de l'élargir à une possibilité de plusieurs postes tout en restant sur ce réseau BT et aussi un rayon géographique de 1 km. Donc, ça sera un cadre plus large. Je crois que l'amendement a disparu dans une des lectures de la loi Pacte au Sénat, mais nous le remettons toujours. Et on sait qui, à la fin, décide. Donc, on espère que le décideur à l'Assemblée nationale le reprendra. Travail aussi vers les collectivités locales dont on essaie de faciliter l'intervention. Bon, vous connaissez les cadres d'investissement. C'est aussi le travail qu'elles initient, que l'État peut accompagner, par exemple via l'ADEME ou dans les contrats type pactes territoriaux, contrats de transition écologique, de par exemple faire des cadastres solaires, développer des actions d'information. Et puis donc les collectivités interviennent de plus en plus, on voit, via aussi soit elles préparent un cadre, elles repèrent des terrains, mais elles peuvent aussi intervenir par exemple via des SEM ou des sociétés de projet. Et on leur a aussi donné une lisibilité sur le maintien de l'exonération de la taxe foncière lorsque le domaine public est équipé de panneaux PV. C'est l'article 171 de la loi de finances 2019. Puis donc, les collectivités peuvent être, ça va me faire une transition, un acteur important pour l'identification, la valorisation en direct ou par les collectivités ou par d'autres acteurs d'un certain nombre de fonciers dégradés ou artificialisés, friches, sols pollués, parkings, qui sont les cibles pour ne pas consommer de l'espace.
Alors, cette mobilisation des ressources et facilitation des projets de ces acteurs qu'on vient de voir, il faut effectivement y travailler et de manière à lever des freins tout en gardant un certain nombre d'objectifs de maîtrise, de respect des fondamentaux. Sur le foncier, le ministre a annoncé, ça sera dans la prochaine période de l'appel d'offres solaire au sol, la suppression de la limite de 30 MW, mais seulement pour les sites en terrain dégradé, ce qui, d'une part, n'est pas... D'un côté, on dit bien, voilà, ça remet l'accent sur ces sites-là, sont la priorité, ce sera plus facile de faire des gros projets sur ces sites, et ou de ne pas les saucissonner, car le saucisson n'existe pas qu'à Lyon avec la Rosette, il existe aussi en projet solaire. Pardon, ça m'a... J'en ai encore vu récemment, je ne les dénoncerai pas, mais je ne sais pas comment ils ont fait pour saucissonner des projets sur un aussi gros terrain et rester à 30 MW. Là, on n'aura plus besoin, quand ça sera en terrain dégradé, ça fera un projet plus simple, ça fera baisser les prix, et ça montre, de manière indirecte, ça fait aussi baisser la pression sur la consommation d'espaces vierges, puisqu'on est incité à aller dans les appels d'offres encore plus sur ces terrains dégradés, au-delà des bonifications de 2 points. Le ministère des Armées travaille au lancement ce semestre d'un appel à manifestation d'intérêt sur ces terrains pour identifier les porteurs de projets. Il nous parle au moins 2000 hectares. Et puis, dans le cadre du groupe qu'avait lancé Sébastien Lecornu, il y avait déjà eu un certain nombre d'annonces autour de la SNCF, d'acteurs de la distribution. Et on va continuer sur la mobilisation de foncier, y compris bâti. On travaille aussi avec nos collègues de la Direction générale des infrastructures et de transport de la mer pour clarifier la possibilité sur les délaissés des concessions autoroutières de faire des projets. La facilitation, c'est aussi des travaux sur la législation et les procédures. Il y a des mesures d'ordre législatif sur l'obligation sur des nouveaux bâtiments de toiture de mettre un certain nombre de surfaces solaires et aussi une mesure de facilitation pour les ombrières. Les dispositions ont été écrites avec nos collègues de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Nous attendons un vecteur législatif. On l'a même identifié. Là, on va essayer de monter dedans. Si on peut le passer dans l'énergie, ça sera bien, mais sinon, on passera ailleurs. Aussi pour les questions d'instruction, enfin à la fois construction et instruction des projets, conformément à ce qui a été décidé, des guides sur le PV au sol et sur le PV sur bâtiment sont en cours d'élaboration. Des versions sont finalisées en cours de consultation au niveau de nos services déconcentrés et bientôt des professionnels. On aura peut-être besoin aussi d'une circulaire pour préciser tel ou tel point, justement, pour faire passer dans l'instruction tel ou tel point. On travaille à une fiche aussi sur la gestion des procédures d'archéologie préventive et puis un guide spécifique sur les bâtiments agricoles. Alors, le dernier point de la mobilisation des ressources, facilitation des projets des acteurs, donc c'est le lancement des appels d'offres en gérant la période de transition entre l'actuelle PPE et la future. Donc, sur le PV au sol, nous espérons dès le prochain lancement de la tranche suivante, donc avoir la fin de cette limite de 30 MW sur terrain dégradé. Est en finalisation l'appel d'offres ZNI avec donc je crois, conformément aux demandes des uns et des autres, des volumes par territoire, plutôt qu'un grand pot ZNI où ça devenait compliqué de comparer. Le solaire PV innovant, nous avons eu le retour de la Commission européenne et il a été soumis il y a quelques jours au ministre pour lancement, un nouveau cahier des charges. Principale disposition, c'est que le DAR 5 familles de projets innovants, on en aura 2, mais distinguant entre au sol et sur bâtiment, mais ça devrait permettre de continuer ce développement. Et puis donc, des simplifications ont eu lieu sur l'appel d'offres petite toiture jusqu'à 500 kW, fin de l'obligation de certification ISO 9001 et de la garantie financière, augmentation du volume. Monsieur Daval, ayant dit qu'il ne posait pas la question, je le remercie et je redis qu'il n'y aura pas que l'appel d'offres commence à 100 kW, qu'il n'y a pas d'appel d'offres régionalisé ni de tarifs régionalisés. Voilà. Non, mais pour ceux qui par hasard n'auraient pas été nés, n'auraient pas assisté à toutes les groupes de travail sur ces sujets, ce débat, qui sera sûrement réouvert, ne l'est pas au moins à cette heure-ci. Mais ça n'empêche pas de continuer à le demander. Donc, un certain nombre de... voilà. Bon, et puis, après, l'idée, c'est effectivement d'avoir toutes ces périodes, enfin, une fois la PPE validée dans les mois qui viennent, on a le calendrier, on a les volumes, et puis on publie cahier des charges. Ça donne, je crois, quand même une lisibilité
que déjà on avait esquissé avec la précédente PPE, mais qui effectivement, pour des raisons de législation, n'allait que jusqu'à 2018. Là, maintenant, on a 5 ans. Et je pense que ce gouvernement, dont vous avez vu le soin et la longueur, l'attention qu'il a portée à l'écriture du projet de PPE, il ne va pas en approuver une pour ne pas la faire. Quand il y aura ce calendrier, ça va suivre dans la mandature actuelle pendant un moment. Quel nouvel ordre, ça dure quand même jusqu'à 2022, la mandature. Donc, cela n'épuise pas un certain nombre de sujets. J'ai évoqué peut-être un peu trop rapidement aussi, dans les leviers tout à l'heure, les acteurs sur qui on souhaite travailler, le monde agricole, qui est déjà impliqué sur un certain nombre d'ENR, ils sont à la fois solaire, bois, méthanisation, qui est présent en particulier dans les projets sur bâtiment avec plus de la moitié ou autour de la moitié, selon les tailles, un peu moins ou un peu plus de la moitié sur les tailles de bâtiments dans les appels d'offres, plus l'appel d'offres installation innovante, où il y avait eu 15 mégawatts de projets agrivoltaïques désignés lauréats 2018. Et donc, il y a un certain nombre de mesures que j'ai déjà évoquées qui intéressent ce secteur, ce croisement de secteurs, agriculture et solaire photovoltaïque, mais le groupe de travail qu'avait initié M. Lecornu avait montré des attentes et des sujets à creuser. La question comment pour les agriculteurs de s'impliquer comme acteurs et donc aussi comme bénéficiaires peut-être plus forts en termes de revenus de ces projets. Comment aussi y voir plus clair dans les serres photovoltaïques, les exemples, on va dire ratés pour ne pas être péjoratif, de quelques projets laissent des traces, alors que maintenant nous savons qu'il y a des vrais et beaux projets qui se déroulent, mais ça laisse une trace. Et puis aussi, le monde agricole nous fait part, et je partage cette préoccupation, de l'équilibre à trouver vis-à-vis des grands projets au sol qui, localement, peuvent intéresser celui ou ceux qui sont les apporteurs de terre. Et parfois, bon, y compris ces terres de piètre qualité, piètre rendement, why not? Mais globalement, le monde agricole nous exprime au niveau de ces syndicats, en tout cas au moins les majoritaires, que ce soit à Paris ou dans les départements. J'ai eu l'occasion de me pencher sur certains dossiers, d'en parler à des préfets qui me disaient bien, la chambre d'agriculture départementale me dit bien que là, il ne faut pas parce qu'on consomme de l'espace agricole. Donc, et sachant que ce n'est pas la seule cause, évidemment, ce n'est pas la seule cause de consommation de foncier agricole. Donc, comment là-dedans bien s'insérer? Par rapport à ces enjeux, depuis septembre, nous animons avec le président du ministère de l'Agriculture, des chambres d'agriculture, de la FNSEA, de Confédération Paysanne, de CTIFL, avec l'ADEME, des représentants des services déconcentrés et d'autres, donc un groupe de travail, donc des travaux avec le guide spécifique sur la réalisation de projets PV sur bâtiment qu'on commence à lancer, élaborer retour d'expérience et doctrine sur les projets d'agrivoltaïsme ayant une vraie synergie avec l'activité agricole, donc retour d'expérience avec les services déconcentrés, analyse de l'état de l'art et donc conseil, et ce qui permettra à la fois de vérifier qu'on a de bons projets, mais aussi en faciliter l'instruction, car pour en avoir discuté avec les uns et les autres, effectivement, parfois quand on a un projet qui doit être autorisé au titre d'un permis de construire agricole qui s'appelle agrivoltaïsme, les services déconcentrés peuvent se demander si ça en est un vrai ou pas, et parfois être mal à l'aise ou trop lent dans l'instruction d'un bon projet ou inversement. Et puis donc un travail sur l'impact foncier des projets en PV agricole. Et donc, en rebouclant, donc, cette préoccupation agricole est reprise par l'accent mis sur les terrains dégradés. Je finirai en disant que, aussi de manière plus transversale, le gouvernement entend poursuivre l'action en faveur de l'innovation au travers des programmes d'investissement d'avenir avec les appels à projets de l'ADEME sur les démonstrateurs au niveau des énergies renouvelables, toutes énergies renouvelables, il y a régulièrement des projets solaires, et les 2 instituts de la transition énergétique ou écologique, les ITE, IPVF et INES 2, soutenus par le PIA, ainsi que les possibilités de prise de participation en direct sur des projets d'industrialisation ou dans des fonds. Le PIA avait investi dans le fonds Eiffel Technologies qui apporte des financements relais aux projets ENR, et pas que solaire. Et puis, pour passer, même ça fait parfois débat, mais moi je pense qu'il est extrêmement important une fois même de combler les gaps. Il n'y a pas que les
Une fois qu'on a le labo, il y a le premier gap du démonstrateur, mais aussi le premier gap des déploiements. C'est pour ça que, quelque chose qui n'est pas forcément très orthodoxe, mais que moi j'assume totalement, on a l'appel d'offres solutions innovantes qui permet de commencer à industrialiser les projets qui flottants, qui agrivoltaïques, jusqu'à ce qu'ils se rapprochent le plus possible des parités par rapport aux autres et que leurs autres avantages permettent finalement de les considérer comme les autres. J'y crois fortement aussi. Donc, en conclusion, mais je ne conclue pas, parce que je crois que je reste à la table ronde suivante, donc il faut que je garde des munitions pour répondre à toutes les questions. Je crois que vraiment, ce projet de PPE, au-delà du chiffre 2028, est-ce 35, 42 ou 44, peu importe d'une certaine manière, mais il donne des objectifs clairs et forts, inscrits dans la durée, les actions des uns et des autres pour lever les freins, actionner les leviers, éclairer les acteurs, échanger ces bonnes pratiques, est en cours. Il faut les uns et les autres continuer à se mobiliser, que ça se voit, j'espère, relativement vite, parce que je le dis comme vous, on n'est pas très inquiet, mais s'il y avait 3 ou 4 périodes d'appel d'offres où ça ne marchait pas, on commencerait à s'inquiéter. Le pouvoir public dirait, mais faut-il soutenir plus et moins, on changerait tout, et la filière elle-même pourrait commencer à se demander ce qui se passe. Non, il faut espérer que ce creux est passager, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet à résoudre les uns et les autres, mais je crois que c'est assez beau aujourd'hui au niveau de la météo, mais quand même assez beau sur la filière. N'attendons pas qu'il fasse encore meilleur pour se lancer. Je vous demande les uns et les autres de continuer votre mobilisation, dont je ne doute pas, mais qui doit vraiment, au-delà des questions génériques qu'on doit traiter, il s'agit vraiment à chacun de faire émerger les projets. Voilà, je vous remercie et à tout de suite.